Donc moi, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Typique Atypique. Je suis Virginie Bouslama, donc personne et maman concernée. J'ai un TDAH, je suis sous traitement médicamenteux et ça va plutôt bien. J'ai 3 enfants concernés. Alors nous, on a un package, on a tout chez nous. Et donc je suis aujourd'hui considérée comme patiente experte, experte de mon trouble, experte de mon traitement, père aidante, etc., etc. Mais je vais vous expliquer. Le diagnostic a été quand ? 2017. Suite au diagnostic de mon fils où, lors de la restitution, c'était incroyable. Et donc, je me suis dit, une révélation. C'est surtout mon mari qui trouvait que c'était une révélation. Hein. Parce qu'il disait, ma femme aussi, mon beau-père aussi, ma femme aussi, mon beau-père aussi. Et je me suis dit, bon, il n'est pas trop tard finalement. Et puis quand on a suggéré le traitement pour mon fils, c'était très compliqué, hein, il était en CE2 à l'époque. Mon mari s'est sorti tout seul, a dit mais ma femme aussi elle pourrait en prendre. Bon ok, mais il a eu raison. Il a eu raison parce que c'était quand même. Alors j'étais pas en grande difficulté, mais clairement mon quotidien était quand même compliqué. Et puis je me suis dit bon de toute façon il n'y a pas d'âge finalement. Donc voilà. Donc du coup j'ai 3 adorables enfants atypiques, enfin jeunes adultes, hein, puisque j'ai 2 filles de 18 et 20, un garçon donc de 16. Et en fait, si je suis là aujourd'hui, je dis toujours, je remercie mes enfants parce que c'est grâce à eux que l'association existe et c'est grâce à eux que je suis là, puisque c'est quand on a découvert un peu le poteau rose, hein, comme on dit, quand on a découvert leurs particularités. Du coup, moi, je suis allée à la découverte de moi-même aussi, et puis j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça m'a permis de comprendre plein de choses sur mon enfance, ma scolarité, mon vécu, ma vie professionnelle, ma dysrégulation émotionnelle, mes crises. Mais voilà, mon mari disait toujours tu te rends quand même compte que tu n'es pas normal. Bon, donc moi je trouvais que ça allait bien parce que ma norme c'était mon père qui clairement est même un level au-dessus, même plusieurs levels au-dessus par rapport à moi. Et puis là, on est vraiment dans l'héritabilité, hein, dans la génétique. Mais c'était mon modèle, c'était ma norme. Donc moi, je trouvais que ça allait plutôt pas mal. Et dans ma sphère sociale, en tout cas dans les amis que j'avais, personne, en tout cas, m'avait jamais balancé à la figure que je n'étais pas normale, qu'il y avait des problèmes, etc., etc. Et puis on dit toujours, on choisit ses amis et pas sa famille. Donc voilà. Du coup, à 40 ans passés, voilà, j'ai eu mon petit diagnostic. Donc patiente experte, père aidante. Et donc nous on a le package, donc le haut potentiel, mais alors je tiens à préciser qu'il ne fait pas partie d'un trouble, ce ne sont pas des troubles, on parle pas de diagnostic, c'est pas un problème, c'est quand même plutôt prédicteur d'une meilleure réussite et scolaire et sociale, etc., etc. Donc c'est un petit plus, j'ai envie de dire, quand on a des troubles du neurodéveloppement, ça permet de compenser un peu les difficultés liées aux troubles, mais nous en tout cas la porte d'entrée c'était le haut potentiel. On avait commencé par ça. Et puis après, on a continué à cheminer. Et donc, mon fils, je dis toujours que c'est lui qui remporte la Palme d'Or parce que lui, il a tout. Voilà. Donc, par rapport à tout ce que vous disiez, hein, la durée dans le temps, on a commencé, donc on a découvert son haut potentiel, il avait 5 ans et demi. Ok, super, ça expliquait pas grand-chose. Puis, 7 ans et demi, le TDAH, les troubles 10. Et seulement l'année dernière, donc il avait 15 ans passés, enfin, le TSA. Donc ça a mis du temps, mais voilà, pareil. Et encore, on a eu de la chance parce que son thérapeute nous a mis sur la voie, il était concerné lui-même. Sinon, peut-être qu'on n'aurait toujours rien, je ne sais pas. Donc voilà. Mais je tiens à préciser que c'est sympa, c'est super riche. Hein. C'est un univers merveilleux. Après, oui, avec des hauts et des bas, et parfois c'est compliqué. Et donc pourquoi une association ? Alors bien évidemment, au début, quand je suis tombée dans la marmite de la neurodiversité, alors ça c'est moi, avec moi-même. Moi, j'avais vraiment besoin de comprendre. J'étais avide de connaissances, fallait que je comprenne pourquoi mes enfants, finalement, malgré un haut potentiel, avaient des difficultés, puisqu'on n'avait pas tout de suite la suite des bilans et des diagnostics. Comme moi, j'étais concernée aussi, je voulais vraiment en savoir plus, donc j'ai ingurgité tout ce que je pouvais lire, et puis finalement, après avoir lu, je me suis dit, bon, ok, super, je m'informe, et finalement, j'ai eu envie d'aller plus loin et de me former, poussée un peu quand même par la psychologue qui suivait mon fils à l'époque, qui me disait, Madame Bouslama, vous en savez autant que moi sur le sujet ou plus, vous devez faire quelque chose. Alors ça, c'est facile, tout le monde peut le dire, hein, faites quelque chose, mais après, faire quoi ? J'avais pas forcément tout de suite d'idée, et puis bon, un matin, en me levant, sous le coup de l'impulsivité, parce qu'on donne souvent l'image du TDAH qui agit avant de réfléchir, et c'est vraiment ça. Un matin, je me suis levée, je me suis dit, tiens, et si je crée une assoce, pourquoi pas ? J'avais aucune idée de ce que c'était l'associatif, et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, l'association n'existerait pas. Parce qu'en fait, moi, l'idée,
c'était appuyer sur le bouton action et puis défoncer des portes, c'est une image, hein, faire avancer les choses. Et j'avais pas envisagé qu'il y avait de l'administratif, qu'il y avait voilà des choses qui ne me passionnent absolument pas. Mais c'est pas grave, c'est trop tard, c'est fait. Et donc l'idée au départ de l'association, c'était partager mes connaissances, le vécu, rencontrer d'autres familles, créer du lien, etc., etc. Et puis informer, sensibiliser. Et puis bon, finalement, ça s'est passé comme ça, mais ça c'est même parti au-delà. Donc nous, on dit toujours qu'on est l'association qui cultive la différence, puisqu'on est vraiment sur tout le champ de cette fameuse neurodiversité. L'idée, c'est qu'on est parti de notre vécu, alors pas que moi, hein, mais certains autres membres fondateurs, où on avait effectivement un petit panel de toutes ces particularités. Et donc on s'est dit, si chaque famille doit adhérer à une association pour le TDAH, une autre pour l'autisme, une autre pour les 10, une autre pour le haut potentiel, même par rapport à ce que vous disiez, hein, pour les professionnels, on s'est dit ça va être très compliqué. Et donc pareil, dans mon envolée, je me suis dit tiens, on va toucher à tout. Et puis j'avais pas non plus envisagé que ça démultiplierait forcément le travail. Mais après c'est super, c'est très riche. Et puis il y a quand même beaucoup de familles qui se reconnaissent, puisqu'on l'a dit et redit ce soir. Hein, dans les TND, la comorbidité c'est la règle. On a quand même très très rarement juste un petit truc qui se promène. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Donc l'association a été créée en août 2018 et donc je l'ai dit au départ, moi je pensais être tranquille sur Strasbourg et alentours, sans trop de sans rajouter trop de choses. Et puis finalement en 2021, j'ai des mamans d'autres départements qui m'ont contacté, qui m'ont dit on se retrouve tellement, on se reconnaît, on aimerait monter des antennes. Et puis donc moi au téléphone, je dis oui tiens ça peut être sympa, pourquoi pas, on y va. Donc j'avais pas réfléchi que dans les autres départements hors Alsace-Moselle, il n'y a pas le même droit local, donc on a fait une AG en urgence pour changer les statuts, bref. Donc en tout cas il y a des antennes dans d'autres départements. Et puis l'année dernière, les antennes du 54 et du 33 sont devenues des associations typiques atypiques à part entière, alors pour des raisons administratives, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais elles ont voulu garder vraiment l'identité de typique atypique, donc les visuels, la même trame, etc., etc. C'est juste qu'aujourd'hui, elles sont des associations à part entière. Donc, on est tous des personnes bénévoles dans l'association, qu'on soit parents d'enfants, adultes concernés, les enseignants, les éducateurs, les professionnels, enfin, tous les gens qu'on a dans l'association, de toute façon, sont bénévoles. Donc, quand ils interviennent pour l'association, ils le font bénévolement et vraiment, je les en remercie parce que j'ai une équipe qui est extraordinaire. Alors bon, je dis j'ai parce que c'est moi qui suis là, mais on a vraiment quasiment toutes les professions qui sont représentées, ce qui nous donne aussi une sacrée légitimité. Et puis en plus, ça nous permet d'orienter des fois plus rapidement les familles et puis de créer encore une fois du lien. Et puis on a créé un annuaire, etc., etc. Et puis au sein de l'association, on a essayé de cadrer un peu. Donc on a des personnes référentes, ressources sur différentes thématiques. Et le noyau dur en fait de l'association, c'est 67, 68, 57, puisque c'est le même droit local. Alors dans les membres fondateurs et dans les membres actifs, dans les membres fondateurs, il y a mon psychiatre qui m'a diagnostiqué à l'époque, Sébastien Weibel, qui est psychiatre aux US. Mathieu Chevassu, neuropsy, alors peut-être que vous les connaissez, qui est neuropsychologue et il est vice-président. Alors Jonathan Moussa, qui est médecin généraliste, qui est partenaire de l'association et membre, alors très actif, mais très très actif. Alors bon, par contre, qui est parti travailler en Suisse, donc ça c'est moins sympa pour nous, mais voilà, c'est comme ça. Fanny Mangin, qui est enseignante spécialisée, qui bosse à la PCO donc du 57, qui gère l'antenne de Moselle. Et puis je vous ai détaillé Sandra et Marie-Caroline qui sont sur le centre Alsace. J'ai deux mamans qui m'aident donc sur Strasbourg Sud et Ouest. Et puis il y a une antenne dans le Haut-Rhin avec Ludovic qui est médico-psychologique et prof de musique adaptée, et puis Aline qui est une maman concernée et une personne concernée. Donc, les missions premières de l'association, c'est vraiment notre cheval de bataille et ça le reste. C'est porter la voix des personnes concernées, bien évidemment, déstigmatiser et informer, communiquer, sensibiliser, vulgariser aussi, c'est hyper important. Donc, avec des conférences, des journées de sensibilisation, des webinaires, enfin voilà. Je dis toujours qu'on est sur tous les fronts, on essaye de répondre au mieux à toutes les sollicitations. Alors, comme c'est moi qui gère les réseaux sociaux parce que c'est mon petit kiff personnel et la boîte mail, je dis oui à tout. Et après, en général, je me dis j'aurais peut-être dû réfléchir, mais c'est pas grave. Donc en fait, on est vraiment sur tous les fronts et en tout cas, on essaye vraiment de répondre au mieux à toutes les sollicitations et à mettre en lien et à créer des ponts pour que on arrive dans un laps de temps où peut-être les familles n'ont pas encore accès aux professionnels de santé, au bilan, au diagnostic, qu'on puisse au moins leur proposer des choses. Donc, on a un groupe de parole, on propose des groupes de parole, on a des groupes d'échange, on a un groupe sur Facebook, etc., etc. L'idée, c'est aussi qu'on soit un référent et un partenaire pour des professionnels de santé, pour les professionnels de l'éducation nationale, pour tous ceux qui le souhaitent. Et puis, je participe
un groupe de travail avec la HAS. On a parlé des recos TDAH enfants et adolescents, et je valide qu'ils sont extraordinaires. J'ai participé au groupe de relecture et elles sont top et tout est dedans. Et là, je suis dans un groupe de travail sur les nouvelles recommandations du TDAH adulte qui paraîtront l'année prochaine. Donc, qui seront tout aussi bien d'ailleurs que celles de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, effectivement, on a aussi intégré la coordination nationale du TDAH adulte et puis des CPTS. Donc, dans les missions, outre celles que j'ai citées, il y a la recherche participative qui est hyper importante. On est très sollicité. Il y a, je crois pas un jour qui passe sans que j'ai pas des mails d'étudiants qui justement, proposent des questionnaires pour évaluer telle ou telle chose. Donc, l'idée c'est aussi de valoriser le savoir expérientiel donc des patients. C'est hyper important. Et on a parlé de la pérédance qui se développe. Alors, pas super rapidement en France, mais ça commence. Et puis, on est entouré de professionnels, heureusement, qui sont dans cette même envie, dans cette même démarche. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et puis bon, militer également pour promouvoir donc l'autodétermination, la pérédance. Alors c'est des termes un peu pompeux, vous aurez de toute façon la présentation. Et puis vous pouvez retrouver ça pareil si vous faites des recherches sur internet. Et surtout, et là je pense qu'on y arrive aussi, c'est travailler en horizontalité avec l'institution et avec les professionnels de santé qui souvent sont demandeurs. En tout cas, on a déjà eu des réunions avec différents staffs de professionnels de santé, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et puis après, intervenir quand on nous sollicite, comme par exemple ce type de soirée pour présenter notre travail. Donc dans nos liens et partenaires, on a des associations, on a la direction académique de Strasbourg, on a des enseignants dans l'association qui sont extraordinaires, qui ont décidé de changer leur manière d'enseigner, alors très souvent parce qu'ils sont concernés bien évidemment eux-mêmes, et qui essaiment en fait et qui portent la bonne parole. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a des professionnels de santé, des thérapeutes. On est donc en partenariat avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, Strassen, le centre d'excellence dont le docteur Coutel a parlé, le CRA aussi, le centre ressources autisme, la coordination nationale, j'en ai parlé. Au niveau des CPTS, donc on est ici dans la Cosenne, on est dans celle du Pays des Sources, Centre-Alsace, Fil des Rivières, Pays de Bitche, Erstein-Bellenfeld et Mulhouse et agglomération pour l'instant. Mais on va en intégrer d'autres. Et puis, on a aussi intégré un lieu qui est juste extraordinaire, qui est un lieu novateur en France. Il n'y en a qu'un seul. C'est la Maison de la Santé Mentale de l'Eurométropole. Alors, je rebondis là-dessus par rapport à tout ce qui s'est dit et puis aux besoins. C'est rue des Bonnes Gens, en face de la place des Halles. On a pignon sur rue. On est une dizaine d'associations dans le noyau dur. Et puis après, en tout et pour tout, on est, je crois, 20 ou 25 associations donc à intervenir, à proposer, pareil, des temps d'échange, de conférences, des groupes de parole, des groupes thérapeutiques, etc., etc. Alors, ce n'est pas un lieu où il y a des professionnels de santé. C'est un lieu qui est investi par les pères aidants, justement, qu'on dit être en rétablissement, c'est le terme qui est consacré, pour orienter, pour informer, pour sensibiliser, pour soutenir, pour écouter, pour partager et encore une fois proposer des événements. Et ce lieu est juste incroyable. Et vous aussi, vous pouvez y aller. Alors, il y a des plaquettes de tout ce qui est possible de trouver. On est en train de créer vraiment cet endroit et de proposer un maximum de choses. On a envie de créer une bibliothèque, on a envie de créer plein de choses. Donc bon, on travaille, on est vraiment à pied d'œuvre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à y passer et puis vous trouverez sûrement pas mal d'infos. Alors, le lieu est soutenu, bien évidemment, et financé par la ville de Strasbourg, les hôpitaux universitaires, alors un fonds européen, on a l'EPSAN, enfin, il y a pas mal de personnes, le CR d'Erstein, donc ça aussi, ça donne une sacrée légitimité, et le lieu est vraiment coporté, j'ai envie de dire, par et les professionnels de santé, et nous, les patients et les pères aidants. Je peux faire le samedi et le dimanche. Alors le samedi, très régulièrement, oui, parce que alors il y a une page Facebook, si vous avez Facebook, et le site est en cours de construction. Alors dimanche, non, sauf si une des associations propose un événement spécifique. Mais le samedi, la plupart du temps, c'est ouvert. Ouais, il y a toujours une personne qui tient la permanence, qui fait l'accueil et qui est là donc pour répondre aux personnes qui passent. Mais on est en train vraiment là, l'ouverture officielle, c'était début septembre. Donc, on est en pleine construction. Alors, il y a déjà vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Et puis, ça continue. Mais en tout cas, c'est vraiment un lieu à découvrir. C'est un très bel équipement. La CPTS Cosenne est membre du conseil d'administration. Oui, exact. Pour dire, oui, pour le soutenir. Ah non, le lieu, franchement, alors moi, ça c'est mon petit rêve personnel. Par exemple, la CPTS de mon secteur, Pays des Sources, l'idée, ce serait pourquoi pas d'arriver à créer des maison de la santé mentale. Alors, je sais que c'est pas aussi simple, mais en tout cas, voilà, vraiment de s'inspirer de ce modèle. Alors, pourquoi pas pour créer ce genre de lieu, plutôt alors peut-être dans des maisons de santé pluridisciplinaires. Alors, bien évidemment, pas de la même envergure, on est bien d'accord, mais en tout cas, de s'en inspirer.
Bon, là, je vous ai mis le flyer de l'association. Alors, il y a des documents que, de toute façon, vous pourrez avoir par mail, des documents en PDF. Et puis, alors, je crois que tu l'avais pas dit, mais il y a aussi un livret qui est en cours de construction, qui sera à destination donc de vous, des professionnels de santé, sur ces thématiques. Mais bon, ça, c'est Agathe qui s'occupera de communiquer là-dessus. Alors ouais, les attentes bien évidemment sont énormes, hein, les besoins aussi. Alors nous, l'idée de l'association, c'est ce que je disais un peu avant off, on est ouvert à tout le monde. On ne demandera jamais. Alors il y a des associations qui le font, nous non. Enfin moi je trouve ça impensable. On ne demandera jamais, par exemple, à un parent de prouver avec le bilan ou le diagnostic de leur enfant. Parce que je trouve que c'est hyper maltraitant quand même, d'autant plus quand on est dans un parcours qui est compliqué, où il y a de la souffrance. Donc on est vraiment ouvert à tout le monde, que les personnes soient au début du parcours, à la fin du parcours, pas encore dans le parcours, peut-être dans le déni, enfin voilà, juste dans l'interrogation. Tout le monde peut nous solliciter, tout le monde peut nous contacter, tout le monde peut participer au groupe de parole, même s'il n'y a pas encore de bilan qui est posé. Voilà. Donc on organise on essaye d'organiser pas mal d'événements et de projets, autant que possible. Donc des journées de sensibilisation au TDAH, à l'autisme. Là, on part un peu plus sur des journées globales sur les TND, puisqu'on sait que en général, on n'a pas qu'un seul petit truc qui se promène. On essaye d'organiser ponctuellement des journées famille, bien-être et répit, parce que alors c'est famille. Quand je dis famille, c'est en général plutôt maman, hein, parce que c'est souvent les mamans qui s'y collent, et puis c'est souvent et pareil, hein, il y a des données chiffrées, c'est souvent elles qui finissent en dépression ou en burn-out, et c'est souvent elles qui portent à bout de bras, les suivis des enfants, les multiples suivis, etc., etc. Et puis bon, après le petit rêve personnel, voilà, ce serait de pouvoir créer un lieu d'accueil pluridisciplinaire, un peu comme donc cette fameuse maison de la santé mentale. Alors ça c'est redondant, donc j'ai mis des petites photos. Alors quand je dis qu'on organise des événements, des projets, des journées de sensibilisation, on essaye d'aller un peu partout. Donc on en fait sur le 67, on va en Moselle, on en fait sur le 68. On essaye vraiment d'aller sur tous les territoires où l'association est présente, sauf quand c'est trop loin, hein, quand c'est vraiment à l'autre bout de la France. Bon les antennes sont quand même assez autonomes et indépendantes. Bon, ça, je vous ai mis, donc malheureusement, c'est aussi toujours pour ma pomme, parce que personne ne veut jamais s'y coller, curieusement. Donc, les passages télé, radio, les auditions, les articles dans les journaux, les magazines, c'est pour moi. Et quand je dis qu'on est une super équipe et que j'ai des gens extraordinaires dans l'association et que je leur dis qu'ils peuvent y aller aussi, ils me disent, mais non, tu le fais tellement bien, on ne veut pas y aller. Donc, alors moi, je suis pas non plus fan, faut pas croire. Donc là, c'était en 2022 avec mon fils, on était sur le magazine de la santé, qui était consacré au TDAH. Alors moi j'ai trouvé ça horrible parce que c'était du direct. Je pensais pas que ça existait encore le direct, mais en fait c'était du direct. Et donc mon fils, alors lui, il était pas stressé du tout. Mais alors je lui avais donné sa Ritaline juste au moment d'arriver à Paris, en sortant du TGV, pour que justement ça se passe bien sur le plateau, parce que on sait jamais. Mais en tout cas lui il était hyper à l'aise, donc c'était une expérience. Il a trouvé ça sympa. Moi franchement j'ai pas trop apprécié, mais de toute façon c'est fait. Maintenant c'est derrière moi. Alors en interne on a essayé de créer aussi pas mal de choses. On continue d'ailleurs de créer des supports. Alors pareil, si ça vous intéresse, on pourra vous les envoyer. Alors, on a fait une plaquette TDAH, donc en collaboration avec Mathieu Chevassu, qui est neuropsychologue, une plaquette sur le TSA. On a créé un lexique des acronymes. Je crois que là, on est à 5 pages recto verso. Là, je suis en train de le réactualiser parce qu'il y a des nouveaux acronymes. Et je rejoins un peu ce que disait le docteur Coutel sur les multiples dispositifs. C'est comme les acronymes, c'est pareil, on s'en sort plus. On avait créé à l'époque un guide des aménagements scolaires qu'il faudrait qu'on réactualise aussi, un annuaire des professionnels, une bibliographie. Et puis après, on a plein de ressources sur différentes thématiques, toujours qu'on réalise à la demande des familles qui ont besoin d'avoir des billes, d'avoir des documents, d'avoir des ressources. Et puis ça peut être aussi utilisé par les professionnels, bien évidemment. Alors pour nous suivre, on est à peu près partout, je pense. Donc Facebook, page et groupe privé, Instagram, LinkedIn, Threads. Ça sert pas trop à grand chose, mais je me suis mise dessus. On a un site internet qui est en cours de rajeunissement. Ça, c'est plutôt pas mal parce que pour moi, le site, c'est assez figé. J'ai un peu du mal parce qu'il faut que je sois assise derrière mon bureau. Donc, alors que les réseaux, je peux faire ça à tout moment, même dans les embouteillages, quand on est à l'arrêt sur l'autoroute, comme je suis pour l'optimisation du temps. On a une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver pas mal d'événements et de conférences qu'on a déjà données et où je mets aussi, j'essaye de mettre régulièrement les conférences qu'on a données avec d'autres personnes ou d'autres professionnels. Et puis le mail, c'est moi qui réponds, de l'association.
Je vous ai listé aussi des ressources si vous êtes intéressé effectivement pour en savoir plus. Alors, le docteur Jonathan Moussa, qui est sur les réseaux, qui est fan des réseaux, qui a son profil, c'est Vie de TDAH. Alors, c'est plein de petites capsules vidéo qui sont super chouettes. C'est vraiment des petits trucs. C'est super sympa, c'est très ludique. Et puis, surtout, il n'hésite pas, voilà, à dire, bah oui, je suis médecin généraliste, j'ai un TDAH, je suis sous traitement médicamenteux. Et puis, il en parle, voilà, c'est totalement décomplexé. Et je trouve que c'est plutôt pas mal aussi pour montrer que finalement, même quand on a un TDAH quand même assez important, on peut aussi faire des études et puis réussir, etc., etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Ludovic Roth, donc, qui est la personne qui gère l'antenne du 68, qui a créé un profil qui s'appelle TDA quoi, qui est sur Instagram et Facebook. Adrien Chartier, qui est posturologue, qui fait partie de l'association et qui est préparateur physique, qui a créé une chaîne YouTube si atypique, qui est pas mal du tout aussi. Après, bien évidemment, vous avez le site et la chaîne YouTube de Strassen, le centre d'excellence, où il y a, mais alors, pléthore de choses. Et puis, dans les ressources, vous avez effectivement cette fameuse stratégie nationale pour les TND, qui est super accessible, hein, qui se lit très bien. Et je rejoins aussi le docteur Coutel. Alors, en théorie, c'est magnifique, c'est splendide, c'est merveilleux. Alors, en pratique, effectivement, c'est pas tout à fait pareil, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et oui, on a, en théorie, on a tout, on a les outils, il y a tout ce qu'il faut pour que, voilà, on soit aiguillé, en tout cas, pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, j'avais listé justement tous les fameux guides d'adressage, mais donc on en a déjà parlé, et les livrets d'informations. Donc ça, c'est vraiment à destination des médecins, la liste des plateformes, donc des PCO. Ça, c'est un super document. Alors, c'est le TDAH de l'adulte, mais en fait, ça s'applique aussi à l'enfant. Donc, c'est le docteur Jonathan Moussa qui a réalisé le visuel, puisque sa thèse de fin d'études portait sur le TDAH de l'adulte, bien évidemment, donc sous la direction du docteur Sébastien Weibel. Et c'est un document, en fait, alors que moi, j'ai distribué à des médecins, parce que, par exemple, mon ancien médecin traitant, alors bon, le brave homme, heureusement qu'on l'avait, mais qui avait quand même 73 ans, ne connaissait pas le TDAH. Alors, il avait d'autres personnes qui avaient un TDAH, mais en fait, c'est moi qui lui disais ce qu'il devait mettre sur l'ordonnance. Après, ça m'allait très bien. Je lui en demandais pas plus, finalement. Mais par exemple, lui, je lui avais donné ce document et ça lui avait vraiment servi. Et aujourd'hui, les familles se saisissent de ce type de document pour donner, quand un médecin ne connaît pas forcément. Les retours que nous, on a, c'est que la réalité du terrain, et puis vous l'avez très bien dit, il y a des médecins généralistes qui sont pas très à l'aise avec le renouvellement de l'ordonnance, parce que en fait, ils en ont jamais parlé lors de leur formation. Ça reste quand même un traitement qui est hyper encadré et puis parfois qui fait même peur. Donc le document est vraiment très bien fait. Pareil, on l'a en PDF, donc je pourrais, je l'avais donné à Agathe de toute façon. Et puis voilà, c'était rien de bien spécial. En tout cas, voilà, nous on est une ressource sur le territoire, alors surtout le 67 bien évidemment. On est en association, on n'est pas très nombreux a priori. Comme dit, on a des personnes référentes sur les différents secteurs, mais il faut pas hésiter à nous solliciter, il faut pas hésiter à nous contacter. On n'est pas là que pour les familles, on est là aussi pour les professionnels. Et puis, si on peut à un moment donné, encore une fois, créer cette chaîne et créer du lien et faire en sorte de travailler tous ensemble, dans le même objectif, bien évidemment. Les patients, c'est tout bénef et puis c'est plutôt un pari qui est gagné. Donc Émilie, pareil, on s'est rencontrés et puis on essaye de se renvoyer la balle. Alors il y en a d'autres. Donc voilà, donc faut pas hésiter à nous solliciter. On est là pour ça. Voilà. Merci.